Salut les terriens. Ce soir en P1, nous accueillons Jean-Pierre Pernaut, mesdames, messieurs. Alors Jean-Pierre Pernaut, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour répondre à la question qui m'obsède. Est-ce que vous auriez un bon fabricant de sabots en bois? Oui, on en a plein. Ça revient à la mode. Parce que j'ai cassé les miens, je sais pas. Oui, non, on sait pas quoi faire quand on en a plus. Hein. Alors en P2, nous accueillerons Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, directeur général de la banque Lazare France et ami de François Hollande. C'est donc un banquier de gauche, voilà. Et si Hollande gagne, c'est lui qui lui prêtera son yacht. Alors, toujours en P2, nous accueillerons Ross, l'un des meilleurs artisans du rap français. Ça devrait vous plaire, Jean-Pierre? Il fait du rap à l'ancienne, vous verrez. Avant, j'aimais Jacques Brel, mais je commence à évoluer, oui. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Angèle Liébi, pour son livre « Une larme m'a sauvé » aux éditions Les Arènes. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe Égrément de Papier. Alors, Jean-Pierre Pernaut, rebonsoir. Vous occupez le fauteuil du JT de 13h de TF1 depuis le 22 février 1988. Ça vous épate, hein? 24 ans et 3 mois. Et voilà. Alors, tous les jours, un téléspectateur sur deux, soit 7 millions de Français, vous regardent. Et nous aussi, on vous regarde. Bonjour à toutes et à tous, c'est absolument superbe. Une fête superbe, superbes images. C'est superbe aussi. Les endroits superbes, des villages superbes, superbe endroit aussi. Joli coccinelle, ces jolies plantes et ces fleurs. De jolies fleurs, une autre très jolie fête, de jolis bateaux, une jolie promenade, une formidable opération, puis une formidable performance. Formidable toujours aussi, magique je vous l'ai dit. Une très belle région, encore une belle région et des villages charmants. Autres belles images, une belle histoire en tout cas. Des images magnifiques, ces paysages magnifiques. Un endroit merveilleux, je vous l'avais dit. La beauté des régions, on ne s'en lasse pas, c'est phénoménal. Voilà, c'était Jean-Pierre Pernaut sur Internet. C'est très drôle, j'avais vu des petits montages de ce type. C'est vrai que c'est bien fait, c'est plein d'humour et c'est sympa. Alors Jean-Pierre, pour préparer cette émission, j'ai regardé votre journal toute la semaine et j'ai eu envie de voter Pompidou. C'est normal, ça? Non, on peut pas dire ça. Toujours pas de prompteur, hein? Non. Vous avez réussi à en dénicher en bois dans l'Isère? Non. Ça vous manque pas, le prompteur? Ah ben non, j'en veux pas, jamais. Moi, j'aime beaucoup improviser, j'aime bien... voilà, j'ai des notes et puis je vis, j'essaie de vivre le journal et l'actualité. Alors dites-moi, Jean-Pierre, depuis 24 ans que vous nous parlez des derniers souffleurs de verre de la vallée de Chiroulet... Mais vous êtes obsédé par ça, ce soir. Dites-moi, il devrait pas être mort depuis le temps, non? Non. Il y a quelques années, il y a 20 ans, et je peux le dire, on parlait de ces métiers-là comme des métiers en voie de disparition. Ouais. Alors que les Japonais parlaient de leur trésor vivant quand ils ont des artisans de ce type. Et aujourd'hui, ça revient à la mode et il y a plein de jeunes qui vont vers ces métiers, et voilà. céramistes et autres, et on essaie de les mettre en valeur. Alors, votre trésor n'est pas seulement le plus regardé de France et d'Europe, c'est aussi le plus critiqué. Alors, Libération se moque en disant « Ce JT en sabots crottés, révérant les belles régions, les métiers oubliés et la maouche ardéchoise cuisinée par grand-maman. » C'est pas pour rien que la France est la première destination touristique du monde. On a des richesses et j'essaie de les montrer dans la partie de magazine du journal, après l'actualité, qui est bien différente. Oui, en fait, vous faites le JT pour les touristes japonais, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur Internet, ailleurs, au Canada, au Japon, et d'expatriés qui aiment bien se retrouver dans ce journal. Même Bruce Toussaint, le doux Bruce Toussaint. Que j'adore. Ah, qui est vraiment un mec cool. Ben, même lui, il dit que Pernaut soit de droite, conservateur et réac, ça ne me pose pas de problème. Le souci, c'est qu'il expose ses opinions dans le journal télévisé. Alors, les propos de Toussaint ont été déformés, il m'a écrit, il n'a jamais dit ça. Alors, l'image de Pernaut de droite, est-ce qu'il y a un rapport entre la droite et les régions? Je ne sais pas. Il y a le terroir, quand même, le côté... Terroir, la terre, elle ne ment pas. C'est vrai, parce que votre émission s'appelle Salut les terriens, qu'elle est de droite? Non. Bon, bah alors... Donc, voilà. Non, les martiens... Non, j'essaie de faire mon métier. Je crois que si on avait un journal orienté, un journal... C'est le journal où on raconte la vie des gens telle qu'elle est, avec les préoccupations, les difficultés, les crises, le chômage, le pouvoir d'achat. On en parle bien plus que dans d'autres éditions, plus institutionnelles dans d'autres chaînes. Je vois que vous êtes très combatif. Et heureusement, Michel Houellebecq vous a rendu un hommage incroyable dans La Carte et le Territoire.
il vous a donné l'absolution en quelque sorte, il dit « Le trait de génie de Pernaut a été de comprendre qu'après les années fric et frime, le public avait soif d'écologie, d'authenticité, de vraies valeurs. Il parle de vous en disant une personnalité visionnaire. » Je ne l'ai pas rencontré depuis, mais devriez j'étais fier inviter. de ça. Bah oui. Et il ajoute « Pernaut, partant de l'actualité immédiate, rapide, violente, insensée, et accomplissant chaque jour cette tâche messianique, Messianique, vous vous rendez compte? messianique, consistant à guider le téléspectateur terrorisé et stressé vers les régions idylliques d'une campagne préservée. » Est-ce que vous aviez imaginé un jour que vous seriez célébré par le plus grand écrivain français? Jamais. Et toutes Ouais. les critiques dont vous parlez depuis le début de l'émission... Non. Bah, d'accord. Mais toutes ces critiques, il y en avait énormément avant Houellebecq. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup moins depuis Ben Houellebecq. C'est marrant. Ben voilà. Alors Jean-Pierre, vous avez écrit avec votre femme, Nathalie Marquet-Pernaut, et Jean-Claude Isser, une pièce de théâtre intitulée Piège à Matignon, Ouais. qui se joue du mercredi au samedi à 19h au théâtre du Gymnase. Le pitch, c'est un homme politique appelé à être Premier ministre qui se fait filmer à son insu lors d'une soirée déguisée avec des copains. La vidéo va faire le tour du net et détruire sa carrière et son couple. Ouais. C'est ça, c'est Internet aujourd'hui qui a modifié la donne. Ouais. Aujourd'hui, une phrase, une image volée, sortie de son contexte, part sur un site, on ne sait pas quel est le sérieux de ce site, ça passe d'un site à l'autre, ça fait un buzz comme on dit, et puis c'est inarrêtable. Autrefois, les corbeaux de village avaient un Ouais. rayon de nuisance se limitant à leur village. Ouais. Aujourd'hui, le corbeau de village, son rayon de nuisance, il est mondial sur le net. Ça marche bien, la pièce? Ça marche bien, c'est pour ça qu'on la prolonge au Théâtre de nous, Ouais. et le public rit, et c'est l'essentiel. Et c'est une première pour moi de voir un texte qu'on a écrit avec Nathalie et Jean-Claude sur scène. C'est jouissif, c'est formidable d'entendre le public rire et de voir les comédiens s'accaparer un texte. Alors, c'est un petit peu autobiographique parce qu'en 2005, lorsque Nathalie a participé à l'émission de TF1, La Ferme Célébrité, on lui avait prêté une liaison avec un autre candidat. Ouais. Ça a fait les choux gras de la presse people. C'était pas Internet à l'époque, c'était Ouais. la presse dite à scandale. Bon, bah, c'est tout. Hein. On a fait des procès contre les gens qui ont écrit des conneries, et puis on a gagné ces procès, et puis voilà, c'est tout. Elle a gagné 337 000 euros. avec- Ouais. Dont une grande partie a été déduite des frais d'avocat, a été Ouais. remise à son association qui s'appelle Titoine, et qui est Ah, une c'est association qui aide beaucoup la recherche contre le cancer. Et Nathalie ayant elle-même été malade, Ouais, ouais. au moins ça aura servi à ça. et à Merci, quelque voici chose. alors. Alors, vous dites effectivement, en épousant une Miss France, j'ai commencé à intéresser les paparazzis et les vendeurs de papier. Ah oui, c'est normal, c'est vous sûr. étiez tranquille avant. Avant, j'étais tranquille dans ma campagne, j'allais jardiner. Non, puis après, le succès du journal, bon, ben, c'est tout. On a une personnalité, Ouais. on doit vivre avec ça et Ouais. essayer de s'exposer un minimum. Parfois, on met le doigt dans la confiture, on accepte une séance photo, et puis après, il y en a d'autres, et puis après, on arrête. Ouais. Bon, là, on a arrêté tout ça. Quand on sort avec une Miss France, est-ce qu'à la longue, on n'a pas envie de tenter sa chance avec une Miss Univers? Ben, j'en suis pas loin, puisque Nathalie a été 6e dauphine de Miss Monde en 1980. Ah, pas mal. Il y a après, quoi. Pas mal. En tous les cas, c'est quand même une belle réussite pour le fils de la pharmacienne de Quévauvillet, quand même, non? Ouais, non, mon père était industriel dans la machine-outil, ma mère était pharmacienne dans un petit village. Et puis, je n'imaginais pas une seule seconde travailler un jour à la télé, Ouais. ni même dans la presse. Et puis, ça m'est venu vers 14-15 ans d'avoir envie d'être journaliste, Ouais. de raconter ce qui se passait dans mon village, et puis ailleurs, et puis après. Il y a une image qui vous résume assez bien, d'ailleurs, à l'époque de Quévauvillet, c'est quand vous alliez chercher le lait dans un pot en étain, Oui. avec une blouse grise. Bon, je suis quand même né il y a quelques années. Et à l'époque, je me souviens quand j'étais petit, il y a des gens qui venaient à la pharmacie de ma mère en voiture à cheval. Ouais. Et c'est vrai on vivait à côté d'une ferme et j'allais de temps en temps chercher le lait. Et vos premiers ébats amoureux, c'était dans la paille? Mais comment vous le savez? Je l'avais jamais dit à personne. Et ben voilà. Et alors, Nathalie, en fait, vous l'avez draguée à Miss France. Hein. Je ne l'ai pas dragué, on s'est trouvé côte à côte à une Bah, élection de Miss France. Et il y a eu un... C'est Madame de Fontenay qui avait organisé le truc. Ouais. Elle avait mis Nathalie à côté de vous. Oui. Et il y a une fille qui s'était assise à la place de Nathalie. Ça, c'était génial. Et quand Nathalie est arrivée, elle a viré la fille pour que vous soyez à côté. C'est Madame de Fontenay qui a tout fait, en fait, non? Non, elle n'a pas tout fait. Elle m'avait dit, vous serez à côté de mon rayon de soleil, Nathalie Marquet, Miss France 87, etc. Ouais. Elle est géniale. Et je vois arriver une nana très moche. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madame Ouais. de Fontenay aurait-elle si mauvais goût? Ouais. Et puis, au bout de quelques minutes, il y a une autre fille qui est arrivée, Nathalie. Et voilà. Et là, voilà. Là, ça a été tout de suite, quoi. Elle a viré la grosse, et puis voilà. C'est vrai. En plus, c'est vrai. Et alors, tout de suite, hein, ça a été... C'est marrant, c'est Love Oui, at non, mais First Sight. voilà, hein, elle ouais. m'a raconté, puis j'ai découvert, voilà, cette jeune femme que je ne connaissais pas, qui
Et puis qui très vite m'a raconté sa vie, son cancer. C'est la première fois que je parlais librement du cancer avec quelqu'un. Ouais. Et puis quand je vois la pêche qu'elle a aujourd'hui, il faut en parler du cancer et pour dire aux gens qui ont le cancer de se bagarrer. Ouais. Et alors, 2 jours plus tard, vous lui envoyez un bouquet de roses blanches. Vous aviez eu son adresse comment? Mais c'est tout, hein. Bah oui. J'avais pas son adresse, j'avais son téléphone qu'elle m'avait quand même griffonné le soir de cette élection. Et puis j'ai demandé au fleuriste de lui trouver, de savoir où elle était. Je sais pas. Et après, vous avez conclu assez vite? On a conclu, oui. Bah, 1 an après, il y a un enfant qui naissait, hein, de toute façon. Oui, non, on a eu nos 2 enfants assez rapidement. Et la grosse, vous l'avez plus revue? Non, j'ai jamais revu. Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve après la pub avec Mathieu Pigasse, Ross, pour discuter avec nous de l'actualité de la semaine. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Pernaut. Et nous accueillons Mathieu Pigasse et Rost. Alors Mathieu Pigasse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la banque d'affaires Lazare France, propriétaire de l'hebdomadaire Les Inrecuptibles, co-actionnaire du journal Le Monde et du site Huffington Post. Et vous publiez Révolution chez Plomb, on va en parler. Alors commençons par la banque Lazare, c'est une banque d'affaires. La grosse différence avec une banque normale, c'est quoi? C'est quand les gens vont faire des retraits, ils le font avec une brouette? Oui, non, justement, c'est qu'on ne fait pas de retrait, donc il n'y a pas de guichet, Il n'y a pas de brouette. guichet, voilà. En fait, ça n'a de banque que le nom. Nous ne faisons pas de financement, nous ne faisons pas d'opérations financières. La seule chose que nous faisons ou que nous donnons, on ne prête pas, on donne, ce sont nos conseils. Et donc nous conseillons soit des entreprises pour leur développement en France ou à l'étranger, soit des gouvernements. Et c'est dans le cadre de cette activité de conseil que moi, par exemple, je me suis occupé de l'Argentine après sa faillite en 2001, ou plus récemment de la Grèce parce qu'elle était laissée seule face à elle-même. Alors, vous êtes la vedette des fusions-acquisitions. C'est vrai que Nicolas Sarkozy vous a consulté avant de fusionner avec Carla Bruni? Non. Alors, vous êtes né le 25 mai 1968 à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, dans une famille où tout le monde est dans l'édition ou la presse. Hein. Votre grand-père a créé la collection Le Masque, qui a amené Agatha Christie. Votre père a dirigé l'hebdomadaire La Manche Libre. Votre oncle a été directeur de l'Express. Votre frère est cofondateur du magazine People Public. Absolument. Il vous a dit qui était le père de Zora Dati? Non. Non. Merde. Non, il est très secret. Alors, vous avez passé votre enfance à Regnéville-sur-Mer. Oui, Regnéville-sur-Mer, c'est un petit village de 250 habitants avec la mer en face, la Manche, et puis pas grand-chose derrière, le bocage, quoi. Oui. Alors, c'est une terre de liberté, mais aussi une terre dure et pauvre. Adolescent, vous êtes révolté par la misère ambiante et les méfaits de l'alcoolisme, et vous criez votre révolte dans le garage de la maison familiale à la tête d'un groupe de rock qui s'appelle Les Mercenaires du Désespoir. Oui, sans grand succès, les Mercenaires du Désespoir. Mais je vais vous dire, ce qui a donné naissance aux Mercenaires du Désespoir, c'est une claque incroyable que j'ai reçue. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Ma sœur, qui était une grande prêtresse punk, m'avait offert un disque, à l'époque en vinyle, qui était le disque de Clash. Je l'ai écouté. Je me souviens la première fois où j'ai mis le saphir sur le disque. J'ai entendu cette chanson, qui est la première du premier disque, qui s'appelle Jenny Jones. Et je suis resté, après les 2 minutes de la chanson, KO debout, sidéré, hébété. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui est qu'au fond, on peut n'être rien, venir de nulle part, comme eux, et changer le monde ou changer les choses. Pour une raison simple, c'est que eux avaient en 2 minutes changé ma vie, quoi. No fear, no limit, quoi. Pas de peur, pas de limite. Casse les règles, break the rules, parce que sinon la société est bloquée, sclérosée, donc il faut refuser tout carcan. Et puis, si les gens ne viennent pas à ton aide, si personne ne vient, do it yourself, fais-le toi-même. Les Clash, contrairement aux Sex Pistols, il y avait un message politique. Hein. Oui, les Clash, c'est un groupe engagé. Parlons du punk. Avec un peu milliardaire ici, de salut gauche. les terriens. C'est pour nos amis martiens. Voilà. Sur le constat du no future, c'est-à-dire l'absence d'avenir, il y a un courant très sombre que je qualifierais de nihiliste, qui dit au fond, bah voilà, tout ça ne mène nulle part. Ça a donné naissance, par exemple, à Joy Division ou ensuite à la Cold Wave de Cure. Il y a un mouvement
une branche que je qualifierais de cosmétique, disons les Sex Pistols, qui était quand même pas mal dans l'apparence. Et puis il y a une branche très engagée. Moi, c'est celle qui m'intéresse, c'est celle qui m'a porté et emporté au-delà de Rogneville-sur-Mer. C'est les Clash, qui est effectivement un rock militant, vraiment, vraiment engagé et politique au sens noble du terme. Jean-Pierre, vous aimez les Clash? Non, que je suis subjugué. Mais bon. C'est ça qui vous a amené à la banque? Oui. La banque, c'est pour moi l'instrument et le moyen de ma liberté. On va y venir. Alors, à l'école, vous ne travaillez pas, hein? Vous dites, la première fois de ma vie où j'ai travaillé, c'est pour passer le concours de l'ENA. Oui, grosse stress. C'est génial de dire ça, quand même. Hein. C'est chic. Votre premier stage vous détourne de votre vocation de guitariste punk, puis vous êtes trader au Crédit Lyonnais à New York, avec Thierry de la Villuché, qui travaille avec Madoff. C'est le malheureux qui s'est suicidé, c'est ça? C'est le Français, et d'ailleurs la victime au sens physique du terme de l'affaire Madoff, s'est suicidé il y a 2 ans. Voilà. Alors, à 27 ans, vous êtes recruté par l'équipe de Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, à Bercy. Dominique Strauss-Kahn était un peu votre mentor. Il vous a appris quoi? Est-ce qu'il vous a appris la brouette japonaise? Non. J'étais jeune conseiller technique, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Professionnellement. Professionnellement. Il n'a pas essayé de vous violer, par exemple? Non. Nos contacts étaient seulement professionnels. D'accord. Et la brouette, vous n'avez pas répondu à la question. La brouette, non. Mais Jean-Pierre, qui ne me connaît pas, s'expose au retour. Ouais. Alors, en 2002, Jospin est battu, DSK n'est plus ministre. Vous partez dans le privé, donc chez Lazare. Là, vous gagnez beaucoup d'argent et vous dites « J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, j'ai gagné de l'argent. Je veux rendre à la société ce qu'elle m'a donné. » C'est pas mal. Oui, alors d'abord, ce qui m'a mené à la banque, c'est quand même l'utilité sociale et le sens de l'intérêt général. J'ai eu la chance, vraiment, et l'honneur de conseiller l'Argentine quand elle était en pleine faillite. J'ai eu la chance et l'honneur de conseiller les Grecs. Sur les 2 dernières années. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé là grâce, au fond, à des rencontres de livres, de musique, on en a parlé, d'auteurs. Vous n'êtes pas schizo je n'ai aucune entre d'un schizophrénie, côté le punk rock et de l'autre côté la banque. Non. D'un côté la gauche et de l'autre côté la banque. Vous essayez quand même de mêler tout ça, ou que tout ça se rejoigne d'une certaine façon. Être au fond un homme moderne, si vous voulez. Donc avec cet argent, vous achetez les Inrock, vous investissez dans le Monde, le Huffington Post. Vous aidez la gauche, pourquoi? Vous avez perdu un pari? Non, parce que j'y crois. François Hollande, vous le verriez vraiment président de la République? Écoutez, en tout cas, il incarne le changement. Moi, je ne fais pas partie de son équipe de campagne, je ne lui murmure pas à l'oreille, mais je dis juste, voilà, ma famille, c'est la gauche, je lui dois tout, on vient d'en parler, je lui rendrai tout, et lui, en tout cas, incarne le changement. Vous pensez qu'il a les épaules? Le costume n'est pas un peu grand depuis qu'il a maigri? Non. Je pense que la fonction crée l'homme. Vous êtes un banquier de gauche. Est-ce que c'est pas un oxymore, un banquier de gauche? Est-ce que c'est pas comme mort-vivant ou shampoing pour chauve ou... Non, mais c'est vrai, c'est 2 mots qui sont antinomiques. Non, mais je vais vous dire une chose qui peut faire rire. Je suis la banque qui fait payer les banques, en quelque sorte. Quand j'obtiens 100 milliards d'euros d'abandon de dette par les gens avec lesquels je négocie, c'est-à-dire d'autres banques et d'autres institutions financières, je me dis, quelque part, modestement, j'ai aidé à faire quelque chose d'utile. Alors, vous êtes ici ce soir donc, pour un livre intitulé « Révolution », publié chez Plomb. Alors, Révolution par le patron de la Banque Lazare, c'est quand même un peu du foutage de gueule, quand même, non? Oui. Non, mais c'est bien. Et au fond, moi, je suis fier, si vous voulez, d'avoir des idées qui ne sont pas nécessairement celles de mes intérêts ou de mes intérêts supposés. Ça, c'est vrai. Et donc, au fond, moi qui viens de ce petit village, qui a été confronté à la question de l'avenir, je dis dans ce livre, la question fondamentale qui nous est posée, c'est celle de notre avenir à nous tous. Nous, Européens, qui avons dominé le monde pendant des siècles, depuis le XVIe siècle, qui avons connu des décennies de croissance heureuse, nous sommes aujourd'hui dans une impasse totale. Oui, en fait, vous dites que la crise n'est pas seulement financière, contrairement à ce qu'on nous raconte toute la journée, c'est une crise globale, une crise de civilisation, en gros. C'est une crise, en fait, du modèle européen. D'ailleurs, c'est, à mon sens, beaucoup plus qu'une crise, c'est un changement de monde. En fait, l'Europe ne croît plus depuis des années, depuis des décennies. On se l'est caché, si vous voulez, en accumulant de la dette. Et puis on a découvert soudainement, par l'absence de croissance, que le roi était nu. Et on s'est retrouvé avec des tonnes et des milliards de dettes qu'il faut maintenant faire disparaître. Mais Mathieu, par exemple, dans votre livre, vous réclamez la suppression des niches fiscales. Mais chez Lazare, j'imagine quand même qu'il y a un département optimisation fiscale qui aide ses clients à payer moins d'impôts, non? Non.
nous sommes, on l'a dit, une banque conseil. Il Ah n'y a pas de département d'optimisation fiscale. Je fais des fusions-acquisitions, comme vous l'avez dit, et je donne des conseils. Non, c'est pas coup de bol, c'est souci de cohérence. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, effectivement, je dis une chose simple, c'est que les niches fiscales, c'est rien d'autre que des paradis fiscaux en France. Ouais. Et donc, quand on dit il faut supprimer les paradis fiscaux dans le monde entier, c'est très bien. Encore faut-il noter qu'on ne le fait pas. Ouais. Enfin, il faut d'abord s'attaquer aux paradis fiscaux chez nous. Je rappelle que c'est 70 milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits aux plus riches. C'est ça, les niches fiscales. Puisque vous donnez des conseils, les gens très très riches, vous leur dites quoi, là? Tirez-vous avant le mois de mai? Non, moi, je dis une chose simple, par souci de cohérence, c'est exemplarité, solidarité. Et par exemple, cette fameuse mesure de 75% qui me toucherait, j'ai dit, j'y suis favorable parce que je considère que les temps étant exceptionnels, il faut une mesure exceptionnelle. Alors, on en revient à Houellebecq. Ce que vous voulez pas, en fait, c'est que la France devienne ce que Houellebecq raconte toujours dans La Carte et le Territoire, c'est-à-dire un pays complètement muséifié. Les risques qui nous guettent, c'est quoi? C'est le vieillissement. Vous parlez du péril vieux. Oui. Ce que je dis, c'est qu'on est un continent qui vieillit, et on est donc un continent vieux, dirigé par des vieux, avec des politiques pour les vieux. Et ça, c'est très dangereux d'un point de vue économique et social. C'est l'exaltation de la rente. Alors, par exemple, on taxe beaucoup le travail, c'est plutôt les jeunes qui travaillent, et on allège plutôt la fiscalité du capital, c'est plutôt les vieux qui accumulent du capital. Et ça, c'est pas bon. Alors, vous êtes l'ami richissime de François Hollande, et vous êtes l'ami rappeur de François Hollande. Donc, vous êtes slammer, chroniqueur, polémiste. Et vous êtes ici ce soir parce que vous êtes un grand fan de Jean-Pierre Pernaut. Bah, vous me l'avez dit dans la loge. Et pourquoi ça le fait rire comme ça? C'est incroyable, ça. Tu m'as dit tout à l'heure. C'est con. Non. Merci, tiens. Non, mais attendez, vous pensez quoi, par exemple, de la floraison des mimosas à Nice cette semaine? Bah, dis-le, tu m'as dit tout à l'heure. T'étais content. C'était pas cette semaine, c'était il y a 2 mois. C'était il y a 2 mois. C'est un gros sujet dans le trésor de TF1. Ah bah oui, mais ça égaye la journée de certaines personnes. Mais les gens adorent. Hein. Combien de gens qui regardent? 7 millions. Il y a 7 millions de gens qui choisissent TF1 tous et les voilà. midis. Et voilà, prends ça dans ta gueule. Alors, vous étiez un fervent supporter de François Hollande. Là, c'est fini. Pourquoi? Vous gagnez plus d'1 million d'euros par an, non? Ah, j'aimerais bien ça. Mais non, mais moi, je reste un ami. Vous êtes un peu un déçu du hollandisme. À part Ségolène Royal, vous êtes le premier. Hein. Non, mais il a dit quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant, c'est qu'on a une politique des cinquantenaires, pour des cinquantenaires, et on oublie toute une grosse partie de la population. Si vous n'avez pas 50 ans avec les cheveux gris et en costard, ils appellent ça la diversité. Tout le reste, c'est la diversité. Tu veux que je me casse ou quoi? Non, mais... non, moi aussi, j'en fais partie. Hein. Attends. Non, mais il parlait des quinquas. Il parlait des quinquas, il parlait pas des sexas. Tu parlais pas des sexas, là, tu parlais des quinquas, là. Oui. Non, en fait, ce qui s'est passé, pour être clair, que tout le monde comprenne bien, c'est qu'en fait, le staff de Hollande vous avait promis une conférence de presse, une équipe de travail sur les quartiers pour lesquels vous militez énormément. Et puis finalement, il n'y a rien eu, quoi. Oui, ça m'a gavé parce que moi, il y a 6 mois, François Hollande me demande de mettre en place un groupe de travail sur la question des quartiers populaires. Et puis, il y a des gens dans son équipe qui pensent que il ne faut surtout pas parler des quartiers populaires parce qu'il faut l'inscrire juste dans une politique globale. Alors qu'il y a... Quand vous avez deux fois plus de chômage que sur le territoire national, quand vous avez 40% de chômage chez les jeunes dans ces quartiers-là, je pense qu'il y a urgence à prendre en main. Vous voyez ce qui arrive aujourd'hui avec le cas de ce jeune homme fou qui a fini par aller tirer sur des gens. Si vous voulez, si on ne veut pas continuer à prendre des risques dans ce sens-là, il va falloir s'occuper profondément de ces jeunes qui sont délaissés, qui sont désespérés et qui, à un moment, se retrouvent dans le giron de gens, d'extrémistes, qui, eux, leur promettent autre chose. Et pourquoi les jeunes de la campagne, ils ne sont pas dans le même cas, à votre avis, alors qu'ils sont tout aussi délaissés? Pas eu de plan campagne, de plan, machin. Ils n'ont pas d'emploi non plus. Et les gens... On parle toujours des quartiers, mais il n'y a pas que les quartiers. Il y a toute la France qui a parfois des problèmes. Sauf que dans les quartiers populaires, vous avez quand même des gens... vous avez plus de chances de tomber sur des intégristes dans ces quartiers-là qu'à la campagne. Et c'est ça toute la différence. Et lorsque vous êtes désespéré, je peux vous assurer que ce sont des gens qui arrivent à avoir de l'influence sur ces gamins-là, parce qu'à un moment, vous êtes perdu lorsque vous vous sentez délaissé par la République, et ben souvent, le refuge, il se trouve là. Alors, vous parlez, en ce qui concerne le Parti socialiste, de mépris et d'esprit colonialiste, quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a un moment où il y a une caste qui est là, des amis énarques,
qui sont persuadés qu'eux ont la science infuse sur tout. Et font tout pour que les gens qui ne sont pas issus du même sérail qu'eux n'accèdent pas aux fonctions décisionnaires. Donc, ils gardent tout. Parfois même, quand vous leur apportez des projets, ils vont jusqu'à enlever la dénomination du projet pour se le réapproprier, pour ne pas que ça vienne des gens qui sont de la base. Et moi, ça me dérange profondément. Colonialiste, quand même. Oui, parce que quand on vous caresse dans le dos, on vous dit ah oui, oh, c'est très bien ce que vous faites et tout ça. Attention, il est énarque. Mais on dit la même chose. C'est pour ça qu'il y a une... C'est des énarques. là. Non, mais vous voyez, quand on vous caresse dans le dos, on vous dit oui, ah, vous êtes bien gentil, c'est super ce que vous faites et tout ça. Le paternalisme, c'est terminé. Cet état d'esprit, maintenant, on veut prendre nos responsabilités. On ne veut plus que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Notre génération a dit stop. Bravo. Alors, Ross, quand vous êtes arrivé au PS et qu'ils ont commencé à planquer les sacs à main et les portables, ça vous a pas plu? Alors, j'ai une question idiote pour vous, mais ça me turlupine. Vous êtes originaire du Togo, hein? C'est ça. Si un crocodile vous attaquait, vous feriez quoi? Bien, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est l'avocat et essayiste Gilles William Goldnadel que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Au début de la semaine, on s'interrogeait sur l'identité du tueur de Toulouse et de Montauban. Avait-on affaire à un néo-nazi, à un djihadiste ou à un déséquilibré? Pour déverser notre colère et notre indignation, il nous fallait un coupable. Si l'assassin avait été un psychopathe, comme Richard Durn, qui a tué 8 personnes à la mairie de Nanterre en 2002, on aurait accusé la fatalité. Éventuellement, ça aurait relancé le débat sur l'internement d'office des personnes dangereuses. En tout cas, pas de quoi changer le cours de la campagne. Si les crimes avaient été commis par un commando de skinhead néo-nazis, là, ça devenait politique. On aurait dénoncé le retour de la bête immonde et, susceptible comme elle est, Marine Le Pen se serait sentie visée. Mais finalement, le coupable s'appelle Mohamed Merah. C'est un terroriste qui se revendique d'Al-Qaïda. Au Front National, la campagne va enfin pouvoir parler d'autre chose que de la viande halal. En revanche, le président Sarkozy a mis la campagne de côté. Je suspends ma participation à la campagne électorale. Ce n'est donc pas le candidat, mais le chef des armées qui a réclamé l'unité nationale, car il faut une France forte pour lutter contre le terrorisme. Et François Hollande, dans tout ça? Ben, il n'a pas le choix, il fait comme Sarkozy, la minute de silence dans une école, la cérémonie dans une synagogue à Paris, et enfin, l'hommage aux soldats à Montauban. Mais du coup, si François Hollande fait tout comme Sarkozy, à quoi bon changer de président? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grab. Voilà. Gilles William Goldnadel, bonsoir. Vous êtes avocat, essayiste, et vous venez de publier Le vieil homme m'indigne aux éditions Jean-Claude Gazévitch. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, est-ce que la dernière victime du tueur de Toulouse n'est pas Hollande? Ça veut dire à qui va profiter cette histoire? Je n'en sais rien du tout parce que c'est ainsi. Dans une semaine, cette affaire-là sera totalement derrière nous. Alors, on peut bien sûr gloser sur le fait que Sarkozy va être plus à l'aise sur les sujets régaliens, sécuritaires, touchant à l'immigration. 3 sujets qui sont évidemment totalement dans le cadre. Et je comprends parfaitement qu'il les utilise à bon escient. Mais pour autant, il n'y a aucune certitude. En tous les cas, je n'ai aucune certitude sur le sujet. Ça va profiter à Marine Le Pen quand même, non? Parce qu'elle est sur le mode « je vous l'avais bien dit ». Ça pourrait effectivement, sur le papier, profiter à Marine Le Pen. Si c'était un néo-nazi, ça n'aurait pas profité à Marine Le Pen. Mais comme c'est un musulman, ça va lui profiter. C'est ce que je pense. On a essayé de mettre les Français dans le vent, de les enfumer sur la piste néo-nazie. Ouais. Et moi, pendant 3 jours avant qu'on sache de qui il s'agissait, je me suis battu en disant « soyez prudents ». Ouais. Malheureusement, l'histoire est têtue. Depuis 30 ans que le sang juif coule en France. À chaque fois, on a essayé de mettre les gens dans le vent avec l'extrême droite, et à chaque fois, ça a été la piste moyen-orientale ou islamiste qui était la bonne. Donc, quand j'ai vu SOS Racisme, pour ne pas les citer, privilégier la thèse de l'extrême droite, j'avoue que c'était une manière un peu curieuse de partager le deuil national.
Jean-Pierre, vous pensez que ça va profiter à qui, cette histoire, sur le plan politique? Je sais pas, et quelque part, je m'en fous, pardonnez-moi, mais moi, je pense surtout aux parents de ces 3 soldats, dont 2 musulmans qui ont été assassinés, et le 3e était catholique. Je pense aux familles juives de cette école juive. Vous savez, un type qui attrape une petite fille par la tête et qui lui met une balle à bout de touchant, je ne pense pas qu'il puisse se référer de quelque idéologie que ce soit, et je ne pense pas que qui que ce soit puisse le récupérer. C'est une tristesse immense. Je vois pas qui pourrait bénéficier de ça ou pas en bénéficier. Ouais. C'est dramatique ce qui s'est passé. On a vu la réaction du gouvernement sur les mesures à prendre pour mieux surveiller les gens qui vont se former comme ça en Afghanistan ou au Pakistan. Bon, on va voir après aux électeurs de voir qui est suffisamment solide pour réagir à ce genre de situation à l'avenir. Mathieu? C'est un sujet républicain. Qui en profite, j'allais dire, je m'en fous. Je vais vous dire ce que ça m'inspire. Je pense que c'est évidemment un drame épouvantable et un acte abject. Mohamed Merah peut l'habiller ou a pu l'habiller de considérations politiques, religieuses ou philosophiques. En réalité, c'est un acte dément et barbare. Et ça montre que le premier des combats, c'est celui contre la barbarie. Il faut impérativement, si vous voulez, se garder de toute surenchère populiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser telle ou telle pratique religieuse, là encore politique ou philosophique, en raison d'un acte de quelqu'un qui était dément. Il n'a rien de musulman, ce type. Rien. Et les musulmans de France ont été les premiers à condamner. Et le Premier ministre palestinien a condamné ce qu'il a fait. Voilà, c'est autre chose. On n'est pas du tout dans un cadre politique. Rost? Personne ne peut tuer de toute façon au nom de l'islam. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas réagi de façon assez virulente lorsqu'il y a eu certains événements. Ouais. Mais cette fois-ci, je pense que tout le monde a pris conscience que là, il y a un niveau qui est atteint. Et comme on souligne d'ailleurs, il y a des musulmans aussi qui ont été tués dans l'affaire. Et donc, je pense qu'il faut dépasser la politique politicienne pour une fois. Et donc, ceux qui voudront s'en servir, de toute façon, je pense que ça ne fonctionnera pas. Je voudrais quand même être un peu moins consensuel. Présenter ce salaud intégriste et intégral comme un paumé ou comme un fou, c'est un peu court. Le djihadisme, l'islamisme, n'a pas attendu Mohamed Merah pour sévir. En Israël, on a éclaté une petite fille à coups de pierre. C'était un islamiste. Et on a égorgé un bébé de 3 mois pour les mêmes raisons. Donc il ne faut quand même pas considérer que c'est un acte isolé. Gilles, il faut qu'on fasse attention quand même. Il ne faut pas rentrer sur ce terrain-là. Moi, j'ai dans ma tête cette image de cet enfant palestinien avec son père qui était blotti contre lui il y a une dizaine d'années de ça, et qui se fait buter devant les caméras. Tu es dans la logique perverse dans laquelle, justement, les djihadistes voudraient te mettre. Je deviens un djihadiste aussi, tiens. Mais pourquoi tu caricatures ce que je suis en train de te dire? C'est une logique perverse. Non, mais Gilles, c'est ce que tu es en train de me dire. Tu sais qu'on s'entend bien, mais fais quand même attention à ce que tu dis. Tu es en train de renvoyer dos à dos un drame qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je savais que ça allait dériver là-dessus. Est-ce que tu crois qu'un seul instant... Allez, refermons la parenthèse, parce que c'est pas du tout le terrain sur lequel je voulais qu'on aille, mais tu es rentré là-dessus et tu t'enfermes dedans. Rost, est-ce que tu crois un seul instant qu'un soldat israélien, par plaisir, a voulu buter un jour un enfant palestinien? Je n'ai jamais dit ça. C'est faux. Là, on a affaire à un type qui est rentré spécifiquement dans une école juive pour assassiner des enfants juifs. Quand tu prends l'exemple que tu prends, je te dis simplement qu'il faut faire attention, parce qu'à chaque situation, le ressenti des uns et des autres est complètement différent. Moi, j'ai eu la même souffrance de voir ce mec tuer ces gamines, que j'ai eu cette image aussi, c'est tout. Ne commence pas à entrer dans un début de commencement de justification de l'injustifiable. C'est tout. Alors... Non, moi, juste un mot. Justement, je pense que ce contre quoi il faut lutter, c'est la barbarie. Le fait de se renvoyer les barbaries, de dire il y en a des pires que d'autres, etc., c'est un très mauvais débat. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, est-ce que c'est un tournant dans la campagne? Ça veut dire, est-ce que la campagne va être comme avant? Est-ce que la campagne peut redémarrer comme si rien ne s'était passé? Voilà. Moi, je ne pense pas, parce qu'il est évident que ça va donner encore des ailes, si j'ose dire, à la campagne de Sarkozy. Ça n'est pas sous prétexte qu'il y a eu un attentat djihadiste terrible qu'on va empêcher le peuple français
de débattre sur les questions de sécurité, de terrorisme, de souveraineté nationale et d'identité. Il n'y aurait aucune raison. Qui a dit ça? Non, pas moi. Non, la seule chose qui me gêne, c'est pas ça. C'est un certain nombre l'utilisation d'un certain nombre de termes ou de concepts qui, je trouve, relèvent de la stigmatisation. À nouveau, sans lien avec le drame affreux qui s'est produit. Mais je suis prêt à en débattre. Je dis juste que quand on oppose, par exemple, systématiquement ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas, en laissant croire que ceux qui ne travaillent pas, au fond, l'ont choisi, oui, c'est quelque chose qui me gêne. C'est ce que j'appelle jouer sur la peur. Bien. Jean-Pierre, est-ce que la campagne peut continuer comme avant ou est-ce un tournant je pense que dans oui, la parce campagne que cet événement, bien sûr, on en parlera dans la campagne. Comme vous le disiez, il n'y a aucune raison dans cette campagne d'arrêter de parler des problèmes de sécurité et d'immigration. On continuera à en parler comme avant, peut-être avec un peu plus de prudence de part et d'autre. Donc la campagne, je pense qu'il n'y a pas de souci, elle va bien évidemment reprendre. On va reparler bien évidemment de l'emploi, on va bien évidemment reparler de l'économie, du budget, de tout ce qui va préoccuper les Français. Et ça en fait partie aussi. Je plaide vraiment pour que qui que ce soit ne se serve pas de cet événement pour quoi que ce soit. On a parlé de l'identité nationale, qui était au départ le débat sur l'islam. Et ensuite, on a eu la burqa. Et ensuite, on a eu... Vous voyez, il y a eu une succession de choses qui font que la manière dont c'est fait, c'est pas débattre. Débattre, au contraire. Quand on arrive à parler, en général, on dégonfle les conflits. C'est comme dans un couple, hein, c'est pareil. Et ça s'est terminé avec la viande halal et la viande cachère. Exactement. Donc, vous voyez, le problème, c'est les dérives qu'il peut y avoir lorsqu'on entame certains sujets et la manière dont on les entame. Alors, Gilles William Goldnadel, donc, vous avez publié Le vieil homme m'indigne chez Gossevitch. Alors là, vous en prenez à Stéphane Hessel. Vous êtes le seul qui osait s'en prendre à Stéphane Hessel. Hein. Effectivement, je suis littéralement un iconoclaste, puisque Saint-Stéphane est devenu une icône, une véritable icône, alors qu'il ne le mérite pas du tout. Je raconte les mensonges sur lesquels il a bâti indûment Par exemple, sa réputation. La rédaction de la Déclaration des droits universels en 48 à New York, vous dites qu'il n'était pas vraiment dans le coup. Mais c'est faux. Ça a été vraiment un passeport qui lui a conféré un magistère intellectuel et moral invraisemblable. Or, il n'a jamais été le co-rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme de 48. C'est pour ça que j'ai dédié ce livre à René Cassin, qui en est le véritable rédacteur, lui. Ce qui vous choque le plus, en fait, c'est quand il dit que la violence des Palestiniens est aussi légitime que la violence des résistants français pendant la guerre contre l'occupant nazi. En gros, c'est ça, ça vous met hors de vous, ça. Non, mais attendez, Thierry Ardisson. C'est un livre d'indignation, hein. Il appelle les gens à s'indigner. La seule indignation en matière de politique étrangère, c'est Gaza. Il s'indigne de rien d'autre, monsieur Hessel. Ni du Darfour où on génocide, ni de la Syrie, ni de l'Iran. Il y a un seul endroit où il convient de s'indigner dans le monde, c'est Gaza. D'accord. On va conclure. Vous dites que c'est la première fois dans l'histoire de la littérature ou de l'édition qu'un livre aussi creux se vend autant. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Gilles William Goldnadel, merci d'avoir été avec nous. Voilà. C'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Angèle Liébi pour son livre « Une larme m'a sauvé », publié aux arènes. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Pernaut, mesdames, messieurs. Mathieu Pigasse, Rost. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Angèle Liébi. Bonsoir. Alors, être enterré vivant est l'une des pires angoisses existentielles. C'est ce qui a failli vous arriver, Angèle. Dans le coma, sur un lit d'hôpital, vous ressentiez et vous entendiez tout ce qui se passait autour de vous, mais tout le monde vous croyait morte. Les médecins envisageaient même de vous débrancher. Et là, vous avez versé une larme qui vous a sauvé la vie. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012.
Une revue de presse très facile à écrire cette semaine grâce à une actualité légère, joyeuse et festive. Tuerie à Toulouse, accident d'autocar en Suisse, enfant fauché sur une autoroute. Essaye quand même d'être drôle, m'a demandé Canal+. Me demander d'être drôle en pareille circonstance, ce serait comme demander à Mimi Mati d'être championne de basket, à Gilbert Montagnier de conduire une voiture ou à Jean-Pierre Pernaut d'être de gauche. Alors on y va. The show must go on. Tremblement de terre au Mexique, pas de pertes humaines recensées. Ah, c'est con ça. Il n'y a pas une crèche qui a été écrasée avec des tout-petits, une maternité, hein? Ah, c'est con, non. Mais autant faire une semaine pleine, grouper toutes les difficultés, et après on est tranquille, hein? En Iran, les footballeuses vont être obligées de jouer voilées. Je rappelle qu'en hockey sur glace, la burqa est obligatoire depuis des années. C'est le moment d'énerver les intégristes musulmans, hein, je sens les choses, moi. La fille de Ségolène Royal, Flora, n'exclut pas de faire de la politique un jour. T'as encore une mauvaise nouvelle, hein. C'est vraiment une semaine de merde. Le moulin de Claude François va devenir un petit hôtel avec la reconstitution fidèle de la chambre de Clo-Clo. Ce qui serait bien aussi, c'est de reconstituer la salle de bain avec l'applique de travers. Le client peut s'électrocuter comme son idole. Et après, on l'enterre dans le jardin de la star. Hein, c'est ce qu'on appelle la pension complète. À quand un hôtel McBrant, le client arrive, pose ses valises et se défenestre. Une formule très rentable qui permet de relouer la chambre plusieurs fois par jour. Nouveau suicide à France Télécom après la très belle remontée de la Poste qui a enregistré 2 suicides en une seule semaine. Magnifique réaction de France Télécom qui reprend la tête au classement général. Je pense, Thierry, que dans une semaine très noire, il faut alléger la revue de presse. Ça permet aux téléspectateurs de... d'oublier un peu. D'oublier un petit peu. Alors qu'on assassine en Syrie la femme de Bachar el-Assad, Asma fait du shopping sur Internet. Meubles de luxe, bijoux et chaussures Louboutin. Louboutin, c'est une connerie. Ah, c'est une connerie. Payer une fortune des chaussures sous prétexte qu'elles ont une semelle rouge, autant acheter des chaussures normales et marcher dans la rue. Avec tout le sang que fait couler son mari, les semelles d'Asma vont se teinter très vite. Hein. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Notre cerveau aurait moins de neurones que prévu, 86 milliards au lieu de 100. À mon avis, il y a des gens qui font chuter la moyenne mondiale. Après la tuerie de Toulouse, France 2 s'est fendu d'un communiqué pour se réjouir du record d'audience du journal d'Élise Lucet. Et à une semaine près, ils avaient l'autocar suisse le même jour. Et là, c'était champagne à France 2. Allez hop, c'est la fête! C'est toujours le 11 septembre qui est en tête des audiences à France 2. Il faut grouper les catastrophes, il faut arriver quand même à battre ce record. Merde, hein? Thierry. Quelle fête. Quelle fête.
Et on termine avec un coup de chapeau au magazine Gala qui, cette semaine, a choisi d'afficher le bonheur des enfants de Johnny et Laetitia. Leur vie rêvée d'enfants stars, titre le magazine Manucure, glacier et shopping à Los Angeles. Il n'y a pas que des drames, il y a aussi du bonheur. Merci à Gala de le rappeler. À la semaine prochaine, c'est la fête. Merci. C'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Angèle Liéby, rebonsoir. Vous êtes née à Strasbourg le 25 mai 1952, petite dernière d'une famille d'agriculteurs, 5 frères et sœurs. Vous dites, nous sommes les enfants de la terre, enfance heureuse. Oui. Alors, préférant le travail aux études, très tôt, vous prenez le chemin de l'usine pour commencer à gagner votre vie. Oui. Et vers l'âge de 16 ans, vous rencontrez un garçon, un petit peu plus âgé que vous, qui s'appelle Ray. Et quand vous montrez sa photo à une voyante, elle vous prédit que vous épouserez un homme en uniforme. Oui. Et effectivement, vous épousez Ray en 1970. Il devient policier. Oui. Alors, avec Ray, vous aurez une fille, quelques mois plus tard, qui s'appelle Cathy. Voilà. Oui. Alors, vous travaillez dans une usine de tricotage pendant plus de 20 ans. Et quand elle ferme, vous avez travaillé dans une usine qui fabrique des chariots pour les supermarchés, les aéroports, les hôpitaux. Oui. Et c'est vous qui mettez les monnayeurs. Oui, parce que je pensais encore travailler 2-3 années avant ma retraite. Et je me suis dit, donc... ça s'est présenté, puis voilà. Alors, en plus de ça, vous faites du sport, de la course à pied, de la randonnée en montagne, de la natation, du vélo. Oui. Enfin, à 57 ans, vous étiez très en forme quand ça vous est arrivé. Hein. Oui. C'est là qu'un samedi, vous avez un léger mal de gorge et le dimanche, un gros coup de fatigue, rien d'inquiétant. Mais ce qui est quand même très bizarre, c'est votre soudain dégoût de l'ananas. D'un seul coup, vous ne supportez plus l'acidité de l'ananas. L'acidité, oui. Je ne sais pas bizarre. si c'est un signe avant-coureur, mais... Oui. Et là, vous ne pouvez plus. Non. Alors, le 13 juillet 2009, en arrivant dans le parking de l'usine où vous travaillez, vous ressentez un picotement au bout des doigts. Jusque-là, et là, dans les jointures, ça faisait très, très mal. Ah ouais. D'avoir une main, ensuite l'autre. Ouais. Pareil. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu, donc... Mais vous allez quand même travailler. Je me suis dit, bon, ça va passer. Vous êtes courageuse. Mais en fait, vous êtes à peine au boulot, que vous ressentez un violent mal de tête et bientôt, vous êtes obligé de quitter votre travail, quelques heures après avoir commencé, et vous rentrez chez vous. Oui, j'ai pris ma voiture et je me suis dit, il faut que je rentre parce que sinon, j'aurais trop peur de ne plus pouvoir conduire. Ouais. Voilà. Vous prenez un cachet, au réveil, c'est pire. Vous dites, c'est comme si ma tête était serré dans un casque trop petit et le casque continuait à rétrécir. Oui, je pleurais, quoi. C'était plus supportable. Très, très mal. Oui. Alors, Ray, votre mari, appelle le SAMU. Oui. Vous arrivez à l'hôpital, piqûre, comprimé, examen, ponction lombaire. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Pourtant, votre état empire. Vous passez rapidement à un raidissement, puis à une espèce de paralysie. Et autour de vous, tout devient vaporeux, cotonneux, comme un brouillard. Oui. J'avais plus de réflexes dans les jambes. Je parlais de plus en plus doucement. Et vous n'arrivez plus à manger ni à boire à ce moment-là. Et bientôt, vous commencez à avoir des difficultés pour respirer, quoi. Oui. Enfin, je m'éteignais tout doucement, sans trop m'en rendre compte. Ouais. Alors, les médecins décident de vous placer en coma thérapeutique pendant 1 ou 2 jours. Et là, quand vous reprenez conscience, tout est noir autour de vous. Noir complet. Je me demandais ce qui s'était passé. Alors, vous attendez une respiration rapide à côté de vous. Oui. Vous ne savez pas si c'est un être humain, un animal. Oui. En fait, c'est le respirateur artificiel qui vous maintient en vie et qui vous écrase le torse. Oui, en fait, c'est mes côtes qui m'écrasaient. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait eu quelque chose. On pensait qu'il y a eu un tremblement de terre, en fait, que l'hôpital s'est effondré et que vous êtes piégé sous les gravats et qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui respire fort. Qui est coincé aussi ou qui respire fort, oui. Ouais. Et à part ça, vous vous sentez en forme? Je sentais rien d'autre. Voilà, alors vous ne le savez pas encore, Angèle, mais vous avez repris conscience
alors que votre corps est toujours inerte. Oui. Et là, en fait, vous êtes emprisonné dans votre propre corps. Oui. C'est le fameux lock-in syndrome. Oui, sauf que eux, ils ont les yeux ouverts, hein, Ouais. tandis que les miens sont fermés. Ouais. J'arrive même pas à ouvrir une paupière, Ouais. rien. Alors, vous entendez les gens qui viennent vous voir, Oui. très consciemment, en fait. Oui, oui, oui. Il y en a qui font des prières, il y en Ouais. a qui me parlent, il y en a qui disent mais il faut que tu te réveilles. Mais j'ai l'impression que je sens toutes les présences. Ouais. Même ceux qui ne parlent pas, ça me fait du bien. Ouais. Alors, quand vous entendez votre mari, Ray, vous frémissez, vous tremblez, Oui. vous lui J'ai envie parlez. de lui crier, Ouais. mais je n'ai rien. Mais Que vous criez, mais aucun son ne sort de non, votre bouche. rien. Ouais. rien. Vous dites, il faut vraiment que je leur envoie un signe, mais vous n'avez pas le moyen de le faire, Non. en fait. Non, je ne peux rien faire. Alors, un jour, vous recevez la visite d'une voisine qui vous dit, Angèle, même dans le coma, tu es belle. Oui. Hein? Et là, vous comprenez que Que tout je le suis- monde vous croit dans Oui. le coma, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, là, j'ai compris où j'étais. Alors, il y a la torture psychologique, évidemment, d'être enfermé dans son propre corps. Il y a aussi pas mal de tortures physiques, à commencer par le nettoyage des sinus. Oui, très, très, très douloureux. On m'a injecté de la bétaline dans le nez et une autre personne mettait un petit aspirateur au fond de la gorge, tout derrière, et aspirait et agitait ça. Mais c'était atroce. Et le pire, c'est qu'en plus, vous ne pouvez pas hurler votre Rien. douleur. C'est-à-dire, Même c'est pas vraiment- pleurer, même pas Ouais. crier, même pas... C'est l'enfer, ouais. Oui. Alors, il y a une autre torture qui est terrible aussi, c'est que c'est la musique. Oui. C'est-à-dire qu'une infirmière, croyant bien faire, met de la musique dans votre chambre. Alors, au début, ça vous soulage, Oui, évidemment. au départ, oui, je me suis dit, oh, super, j'entends. Ouais. Oui. Mais elle la laisse. Quand bien même un jour ça s'éteint, à un moment donné, ah, que c'est triste ici, dans cette chambre, et puis on rallume. Ouais. En plus, ils vous ont mis du Sardou. Oui, oui, en fait, de tout, hein, Ouais. pas plein de choses, c'était de la variété, l'enfer. mais ça n'arrêtait plus. Alors, pour s'assurer que vous êtes bien morte, parce que tout le monde vous croit morte, on vous fait le fameux test du téton. Parce qu'en fait, le test du téton, n'importe qui a encore un peu de vie saute en l'air, quoi. On vous prend Non, le téton. il bouge les bras. Ça, Ouais. c'est le Ouais. geste que, normalement, on fait si on est en vie. Ouais, Et moi, j'ai pas bougé. ouais. Rien, même pas une paupière, rien. Donc ça, c'est pour eux, ça voulait dire que c'est Vous vraiment étiez la morte. fin. Oui. Ouais. Oui. Enfin bon, mon cœur battait toujours. Mais quand ils faisaient les nettoyages des sinus, à un moment donné, j'ai entendu une femme qui disait elle a 3 soins par jour, on va lui faire qu'un parce que de toute façon, elle va clamser. Elle a entendu ça d'un médecin du grand chef qui l'a dit. Ouais. Alors, la seule consolation pour vous, à ce moment-là, c'est de vous dire, comme j'ai demandé à être incinéré Oui. après ma mort, je n'essaierai pas de gratter le Au moins, couvercle. ce sera vraiment fini. Ouais. Oui, oui, ça me soulageait. Autre angoisse, vous aviez dit à votre mari que si vous mouriez, vous vouliez donner vos organes à d'autres gens. Oui. Et là, évidemment, chaque fois que quelqu'un rentre dans la chambre, vous pensez Oui, qu'on va vous j'ai prélever peur. Oui, le oui, cœur ou le Oui, foie. oui. Ouais. Oui, oui. Alors là, vous commencez à entendre parler de vos obsèques. Ça, c'est mon mari qui a subi tout ça. Mais heureusement, Ray, votre mari, annonce au médecin qu'il refuse de vous débrancher. Oui. Pourquoi il a fait ça? Mais c'était un combat inconcevable. Au bout de 4 jours, Ouais. que c'était la fin. Alors le temps passe, et un jour, c'est votre anniversaire de mariage, Ray et Cathy sont avec vous, et votre fille vous dit « Ne t'en fais pas, ma petite maman, je prends soin de papa. Et là, vous êtes submergé par l'émotion. Oui, oui, oui. Enfin, une larme est sortie. Et voilà. Oui. Enfin, le premier organe qui a fonctionné. Et là, votre fille dit « Maman a réagi, elle a pleuré. » Oui. Et le médecin dit « Non, pas du tout, c'est du gel qu'on leur met pour que les paupières ne se collent pas. Oui. C'est du gel, oui. » Alors là, vous bougez le petit doigt. Voilà. C'était très peu, hein. Ouais. Ouais, très, très peu, mais bon. Et un peu plus tard, les yeux. Tout Ouais. d'un coup, les yeux se sont ouverts. Vous dites c'est le plus beau anniversaire de mariage que j'ai vécu, c'est Oui, certain. oui, oui. Ouais. Alors voilà, ensuite la rééducation sera lente et terrible parce qu'il faut apprendre à respirer, à manger, à parler, à marcher. C'est le tronc cérébral qui était atteint de derrière. Ouais. Et puis,
ça débranche tout, quoi. C'est comme l'ordinateur. Oui, il faut tout resetter. Oui, ouais. Il faut tout réapprendre, ouais. Même avaler. Vous avez mis combien de temps pour revenir dans l'état où vous êtes aujourd'hui? Pour être vraiment debout, presque une année. Ouais. Ouais. Presque une Alors, votre maladie s'appelle la maladie de Bickerstaff. Oui. Alors, c'est une dégradation soudaine de la myéline, oui. due à une réponse disproportionnée du système immunitaire suite à une infection. Oui. Mais heureusement, la myéline se régénère naturellement, donc votre myéline est revenue. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que la myéline, c'est une substance qui isole. La gaine des nerfs. Ouais. Et ce que je veux dire aux gens qui se droguent en prenant de la cocaïne, c'est que la cocaïne, ça bouffe la myéline. Il faut le dire aux gens parce que ça rend idiot. Je n'ai pas pris. Il y a quand même des questions qui restent en suspens. Pourquoi, pendant votre coma, n'aviez-vous aucun signe vital? Pourquoi votre encéphalogramme est resté plat alors que vous étiez consciente? Et pourquoi vous n'avez pas réagi au fameux test du téton? Comme ça, c'est des questions qui sont sans réponse aujourd'hui, ça. Non, ils ne savent pas. Oui. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas trop non plus cette maladie, parce que moi, j'étais la 15e dans le monde à avoir cette maladie. Ah oui? Et je sais que maintenant, il y en a déjà 60. C'est à cause de ça aussi, le livre, qu'on peut vivre et se remettre. Bon, c'est pas forcément... Ça marche peut-être pas tout le temps, mais... Au moins, il y a une preuve. Voilà. Alors, Angèle, je rappelle le titre de votre livre, donc, Une larme m'a sauvé. C'est publié aux éditions Les Arènes. Une larme m'a sauvé. C'est magnifique. C'est un film pour Hollywood, vous savez ça. On n'y est pas. C'est beau, hein? Incroyable histoire. Moi, je vous trouve très belle. C'est-à-dire la façon dont vous en parlez. Je trouve ça très beau, avec dignité, avec la leçon que vous en tirez, l'espoir, l'ouverture sur les autres. Voilà, je trouve ça très émouvant. Si je vais revenir sur le punk, c'est au fond, moi, en vous écoutant, never surrender, c'est-à-dire ne lâchez jamais, il y a toujours un espoir. C'est vrai pour tout et surtout. Oui, ça, je l'ai dit aussi, il faut toujours garder espoir, mais ça quoi qu'il arrive. Très beau mot de la fin, merci, merci beaucoup. Merci de votre témoignage, Angèle. Voilà, c'était Salut les Terriens, notre talk du samedi avec Jean-Pierre Pernaut pour Panique à Matignon, au Théâtre du Gymnase, Mathieu Pigasse pour Révolution, chez Plon, merci. Rost, que l'on retrouve sur iTélé avec Pascal Pro dans 13h Foot et 20h Foot, et sur LCI avec Valérie Expert. Voilà, Gilles William Goldnadel pour Le Vieil Homme Mindy, chez Gosevich, Angèle Liebi pour Une larme m'a sauvé, aux éditions Les Arènes. Merci. Rendez-vous samedi prochain, ici, à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec le top des vannes, l'édito des Gréments et l'édito de la Co. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.